Voilà. c'est ça? C'est ça. Parce qu'il y a quand même... Parce qu'il y a une conférence à la Sorbonne après. À quelle heure? À midi moins On démarre à midi. D'accord, donc il faut qu'on lève le camp. Libérer à midi moins le quart, le temps qu'on débarrasse les tables. Voilà, c'est la Sorbonne. D'accord. Bon, absolument. Bon atelier. Merci Pascal. Bon, c'est un petit atelier. On pouvait s'en douter quand on a vu le menu alléchant des 4 ateliers qui sont en concurrence. Mais malgré tout, quelques personnes ont choisi ce thème. Donc ce que je vous propose, c'est d'abord qu'on se présente, nous, et que vous puissiez rapidement vous présenter vous, mais surtout de dire pourquoi vous avez choisi ce thème et qu'est-ce que vous attendez en termes de réflexion et d'échange. Voilà, donc je vais donner la parole à Jérôme peut-être pour se présenter, voilà, expliquer pourquoi il est là. Voilà, Jérôme Guenier, donc je suis à l'université groupe EDF et en charge de programme de formation. C'est un département interne qui a l'ambition de former et transformer les dirigeants et les futurs dirigeants. Et je m'occupe en particulier du développement individuel de ces personnes, dont le coaching. Et donc, on est en train de terminer une procédure d'habilitation de coach, dont certains d'entre vous d'ailleurs, auxquels ont participé certains d'entre vous. Et donc, moi, mon objectif, c'est aussi de faire de la pédagogie, d'expliquer comment ça marche. Alors, c'est chez EDF, donc toutes les entreprises n'ont pas les mêmes procédures. Mais c'est intéressant d'avoir des échanges avec vous, parce qu'on n'est pas parfait. C'est la 4e, 5e, je ne sais plus, procédure que l'on fait. Et donc, voilà, donc c'est vous expliquer comment ça marche, et puis recueillir toutes vos bonnes idées sur comment ça pourrait mieux marcher. Donc Jean-Yves Arrivé, je suis l'animateur de l'atelier. Je suis ravi de venir en tant qu'animateur de journées d'études parce que j'en ai beaucoup organisé tout au long de ma vie, ma première partie de vie à la SF Coach. Je vois d'ailleurs que ça a énormément évolué avec une organisation, enfin c'est super. Ça, ce qui est bien, c'est de partir et de regarder comment ça évolue. Ça permet d'ailleurs de voir qu'on n'est pas indispensable. À la fois pour animer et puis aussi j'ai participé en tant que coach à 8 ce que j'appellerais référencement de coach, donc dans des entreprises très différentes. Et donc je confirme ce que dit Jérôme, à savoir que d'une entreprise à une autre c'est très différent, donc on ne peut pas modéliser cette notion de référencement parce que c'est juste pas possible. Tellement on rencontre des expériences différentes. Alors j'avais invité également, et je l'excuse, quelqu'un qui était dans le monde de l'assurance jusqu'à très peu de temps et qui m'a fait d'ailleurs une contribution écrite que je glisserai tout au long de cet atelier. Il s'agit de Bettina Rosconval qui était en charge justement de la sélection des coachs pour Pacifica, donc Crédit Agricole Assurance maintenant. Et malheureusement, entre le moment où elle m'a dit oui pour l'atelier et aujourd'hui, elle a juste changé de poste. Elle est maintenant chez Crédit Agricole Immobilier, qui est à cheval sur Paris et Toulouse, et elle a absolument pas pu se libérer dans le cadre de son nouveau planning. Je crois que son patron n'était pas très chaud non plus. Voilà, il l'a acheté, il la veut, à temps très complet. Donc je lui ai demandé une contribution parce que par rapport à l'expérience que pourra évoquer Jérôme, on est dans un système complètement différent de référencement. Et puis il y en a d'autres. Moi j'ai participé au CNG, j'ai participé au ministère de la Santé, à PSA, Aventis, avant que ça devienne Sanofi en fait, Sanofi, Aventis. Et voilà. Il y a vraiment des pratiques très différentes. Donc pas de modèle, c'est sûr dans ce domaine. Voilà. Donc si vous voulez bien, donc on fait un rapide tour de table et surtout insister sur ce que vous pouvez attendre de cet échange. Honneur aux dames. Ah ouais. Laurence Daniel Lebris, bonjour. Je suis coach individuel et d'équipe et j'ai déjà participé à un référencement pour la SNCF et je trouve que c'est un
SUS qui est extrêmement lourd. Le SUS était important. J'attendais la fin, j'entendais procès. Voilà, et donc moi ça m'intéresse de voir ce qui existe aussi en termes de référencement différents ou équivalents dans d'autres types d'entreprises. D'accord, merci Laurent. Nathalie Dive, coach aussi individuel et qui commence l'équipe. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez faire un peu moins de bruit dans la salle? Merci. Moi, je commence à m'intéresser. Alors moi, j'interviens, je suis en région. Je suis essentiellement sur Marseille et sa région. Pour l'instant, j'arrive à rester sur ce périmètre avec de temps en temps, bien évidemment, des interventions sur Paris. Du coup, je commence à m'intéresser au référencement et je découvre. Et avec la surprise du temps que ça prend. Et voilà. Et du coup, l'idée, c'était de comprendre comment ça fonctionne, de qu'est-ce qui est attendu, parce que je me dis que si je veux continuer et poursuivre les référencements de ce type-là, ça va passer par dégager du temps et m'organiser différemment. Mais avant de prendre cette décision, c'est effectivement échanger avec ceux qui ont pratiqué. D'accord. Voilà. Très bien. Merci. Marie-Françoise Potreau, donc moi j'ai monté ma propre société de coaching individuel et collectif. Mais effectivement, je ne m'intéressais pas du tout au référencement parce qu'à côté de ça, j'ai une autre activité professionnelle. Je suis au ministère des Sports, à direction des Sports, sur l'accès au poste à responsabilité pour les femmes, voilà. Et donc, voilà, donc je ne m'étais encore pas posé la question du référencement parce que j'interviens d'une façon, très ponctuelle et puis sur sollicitation à la fois ministère des Sports, à la fois ministère des Droits des Femmes aussi, voilà, et que peut-être que demain, il faudra que je m'intéresse au référencement, voilà, que je ne connais pas du tout. Bonjour, je m'appelle Alain Gerson, je suis coach depuis 15 ans à temps plein et donc j'ai vécu une grande quantité d'accréditations dans les années 2000 et j'ai vu leur évolution. J'en ai trouvé des très intelligentes et des très stupides et c'est intéressant d'en parler. Et en même temps, ça m'intéresse d'avoir le point de vue des gens qui sont en face, puisqu'en général, ils ne nous le donnent pas. Donc cet échange entre l'offreur de service et l'acheteur m'intéresse. Ok. Je suis Nathalie Chemin, donc je suis coach en démarrage. J'ai une activité effectivement à côté d'expert comptable. Le milieu du monde des achats avec les groupes, je l'ai connu plutôt dans le cadre d'appels d'offres dans une précédente profession. Et aujourd'hui, effectivement, je suis un peu comme vous tous. J'aimerais connaître un peu le fonctionnement du référencement, parce que c'est vrai que souvent, quand on est partenaire, on ne sait pas forcément pourquoi. Donc, autant savoir quel est le mode de fonctionnement et ce qui, effectivement, vous attendez. En tant que dans l'entreprise, qu'est-ce qu'elles attendent de nous. Parce que la plupart du temps, on intervient parfois seul ou en équipe. D'accord. Fabienne Safar, donc moi je viens juste de créer mon cabinet de coaching et de formation. Donc je démarre aussi et j'ai une expérience de 22 ans dans un banque bancaire et c'est le coaching en entreprise qui m'intéresse. L'objet de... D'accord. Donc c'est aussi découvrir, enfin voilà. Savoir comment ça marche. Bonjour, Hortense Troupeau. Donc, je viens aussi de créer mon cabinet de coaching et formation. Et moi, j'étais pendant 20 ans en direction achat, donc le thème m'intéressait. Par contre, j'étais dans une entreprise où il n'y avait pas de référencement pour les coachs. Enfin, ça passait pas par les achats en tout cas. Voilà. Ma question aussi, c'est de savoir, je vois qu'il y a beaucoup d'attentes quand j'ai fait ma formation de coaching, de savoir comment ça se passe auprès des directions achats. Et je me dis, qu'est-ce que je pourrais apporter pour faire le lien en fait, entre les deux. D'accord. Brigitte Billot, donc j'ai mon cabinet depuis 23 ans de coaching, d'accompagnement et de bilan de compétences. Je suis aussi la présidente de l'association syndicale des centres de bilan de compétences.
Donc, moi, j'ai participé à beaucoup de réponses à l'appel d'offres. J'ai été référencée, mais pas avec un référencement très compliqué par beaucoup de groupes en tant que centre de bilan ou de coach. Donc, je vois que les choses bougent aujourd'hui. Donc, ça m'intéresse d'être là, partager. Bonjour, je suis Muriel Grinaldi. Je ne suis pas coach, je m'occupe des relations presse de la SF Coach. Donc mon métier, c'est de faire parler de la SF Coach dans les médias. Et le thème du référencement du coaching et de l'achat de coaching est un thème qu'on veut aborder auprès des médias, qui est un peu complexe parce que vous n'êtes pas assimilé à la formation professionnelle, vous ne pouvez pas être mis sur les mêmes budgets. Donc voilà, je voulais comprendre un peu mieux ce thème pour mieux en parler à la presse, faire un communiqué, recueillir vos témoignages et expliquer le plus simplement possible le problème aux journalistes, puisqu'il y a une presse achat quand même conséquente, et puis même ouvrir le sujet à la presse management, entreprise, rubrique RH. Voilà. D'accord. Je suis espionnée. D'accord. Et donc on a ouvert le cercle, donc on repart au centre. Désolée, je suis arrivée en retard. Pas de souci. Je suis Jacqueline Marie-Sainte. Initialement, j'ai été infirmière, puéricultrice, directrice de nombreux établissements d'accueil pour jeunes enfants, des foyers d'accueil pour les mineurs. Voilà. J'ai travaillé donc essentiellement dans le social, le médico-social. Et donc j'ai fait la formation de coach, j'ai été diplômée en 2007 à l'Université de Paris 8. Cependant, je n'ai pas démarré mon activité de coaching, mais j'ai bien profité de tous mes apports pour pouvoir mieux diriger, mieux manager, etc. Et donc aujourd'hui, je suis dans une démarche de création d'entreprise. Et donc, je suis en plein dans la prospection et donc le thème de la culture. Très bien. On a fait le tour. Alors, effectivement, je sens qu'il y a plusieurs attentes, en tous les cas une qui est de connaître, d'avoir un feedback d'une institution, parce qu'encore une fois, comme l'a dit Jérôme, les pratiques peuvent être très différentes d'une entreprise à une autre. Moi, j'en apporterai un au travers du témoignage de Bettina Rosconval. Deuxième exemple, parce qu'il est vraiment très différent de la pratique d'EDF. Et puis, on parlera effectivement, comme on l'avait indiqué dans la présentation de l'atelier, des différents types d'interlocuteurs qu'on rencontre, parce qu'effectivement, il y a les RH, oui, les achats, parfois des managers, enfin c'est assez diversifié, hein, et on peut imaginer que les attentes, en tout cas les regards ne sont pas tout à fait les mêmes. Quelles sont les étapes d'un processus, et en particulier un dont on n'a pas trop parlé là pour l'instant, qui moi me pose beaucoup de questions, qui est la question du sourcing, c'est-à-dire à partir du moment où un appel d'offres ou un référencement, parce qu'entre parenthèses il y a appel d'offres, référencement, marché, j'entends parler du mot accréditation, on voit bien qu'il y a aussi un flou sur ces pratiques-là. On peut se demander aussi comment il se fait que des tas de référencements se pratiquent sans qu'on ne le sache, c'est-à-dire bien dire que les entreprises, parfois, souhaitent plutôt rester cachées sur cette affaire-là, ou en tous les cas, ne pas beaucoup ouvrir, sans doute de peur d'avoir un flot de candidatures. Mais ça peut poser la question de qu'est-ce que ça peut faire ou fausser éventuellement ce type de démarche un peu endogamique parfois. Hein. Ça pourrait se poser la question. Et puis, j'ai noté la question aussi du temps que ça prend, aussi d'une réalité dont les coachs doivent être conscients, c'est qu'il n'y a aucune garantie de business derrière cette affaire. Donc non seulement ça peut prendre du temps, mais derrière vous pouvez avoir zéro en business. Faut le savoir. Hein, donc ayant été accrédité. Ah oui, bien sûr, c'est ce que je veux dire. En étant retenu, tu peux avoir zéro en business. Et puis la question des pratiques aussi, une fois que les gens sont accrédités à l'interne, qui m'intéresse, moi, c'est la question de comment est-ce qu'ils procèdent. Est-ce que il y a des listes qui circulent? Est-ce que c'est toujours les mêmes noms qui sortent du chapeau? Enfin, comment on les choisit, etc. Qui est une vraie question aussi. Hein. C'est une espèce de boîte noire, hein, quand même. Voilà. Jérôme, peut-être, je te laisse la parole donc pour démarrer un peu sur J'explique donc voilà. Peut-être le processus, comment nous on pratique.
Donc, premièrement, le sourcing, chez nous, je dirais qu'il est naturel, puisque compte tenu de la notoriété d'EDF, on recueille beaucoup de candidatures naturelles et de candidatures spontanées. Donc, des tas de gens écrivent à EDF en disant voilà, je suis coach et j'aimerais bien être référencé. Et c'est là où tout commence, puisque nous, on fait donc des appels d'offres tous les 3 ou 4 ans. C'est une réglementation européenne qui nous oblige à régulièrement faire des appels d'offres compte tenu du nombre de coaching que l'on fait chaque année. Je le dis dès maintenant, donc on fait une centaine de coaching dirigeants, managers. Je dis une centaine, c'est entre 80 et 120, quoi, ça dépend des années. Et donc, compte tenu de ça, on fait ces appels d'offres et on a une quantité d'environ 180, enfin là cette année c'est 180 coachs individuels qui sont naturellement candidats à cette procédure. Donc voilà, donc la première question, c'est évidemment comment passer de 180 à 2 fois 15, puisqu'en fait on sélectionne des coachs dits managers et des coachs dits dirigeants. Donc deux catégories et à peu près une quinzaine de coachs dans chacune de ces listes. Voilà, donc vous comprenez bien la première question, c'est ça, c'est la sélection de la quantité. Encore une fois, il y a des tas de gens très bien et des tas de coachs très bien aujourd'hui. Il y en a énormément qui sortent d'école également. Et donc nous, dans notre procédure, à partir de cette quantité-là, on fait premièrement ce qu'on a appelé une préqualification avec un petit questionnaire, enfin que certains ont pu trouver compliqué, mais normalement en 15-20 minutes, on peut répondre à combien d'années d'expérience de coaching, combien d'années d'expérience professionnelle, avez-vous fait une école de coaching, etc. C'est des questions assez basiques et normalement avec des oui/non, on arrive à... Et là, pour nous, la première sélection qu'on fait là, c'est sur notamment le nombre d'années d'expérience de coaching. Et donc ça, on ne va pas révéler tous les critères aujourd'hui, mais celui-là, on le dit, c'est le nombre d'années d'expérience de coaching. On demande 5 ans de pratique en tant que coach. Donc ça veut dire que la première chose, c'est on regarde entre l'année de sortie de l'école de coaching et l'année dans laquelle on est, combien ça fait. Et c'est assez automatique pour dire, voilà. Pour nous, c'est important de savoir qu'un coach existe sur le marché, qu'il a déjà des expériences assez réelles. Et ça permet de sélectionner très, très bêtement des coachs. Deuxième étape, c'est un questionnaire écrit qui fait 7 ou 8 pages et qui est beaucoup plus complet et lourd, mais où on demande au coach en fait de raconter ses pratiques et pourquoi il est coach, qu'est-ce qui le motive, quelles sont ses expériences, quelles sont ses références, etc. Donc c'est effectivement assez lourd, mais je dirais qu'il y a quand même beaucoup de coachs qui, même après ce travail important, se trouvent pas mécontents d'avoir quelque part, ça les a aidés à réfléchir sur eux-mêmes et sur faire un point d'étape. Et puis là, on fait aussi une sélection relativement importante donc sur ce dossier avant de passer à un jury oral où donc on reçoit les candidats pendant 1 heure devant donc soit des managers, soit des dirigeants qui vont donc leur demander de se présenter rapidement et ensuite de répondre à des questions liées au dossier ou d'autres. Voilà en quelques mots le processus. D'accord. Moi, ce qui m'a frappé, c'est le nombre. C'est pas énorme pour une grande entreprise, 100 coaching par an. Ça permet de relativiser les choses. On avait 180 candidats, donc en imaginant, ça ferait 0,5 coaching par coach.
Donc déjà 2 fois 15, c'est pas mal. Et ça veut dire donc une moyenne de 3 coachings, si je ramène en mathématiques, 3 coachings par an. Voilà. Il n'y a pas une notion aussi de seuil de business avec un cabinet ou avec un coach? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dépasser un certain montant ou pas? Il n'y a pas une limite de montant? Si, parce que effectivement, nous on fait un calcul sur les 3 ans en fonction d'un prix moyen du coaching ramené au nombre de coachs, et on estime que chaque coach doit faire une certaine somme. Et donc, si effectivement le coach dépasse cette somme, là on fait une régulation et donc pour essayer de faire en sorte que ceux qui travaillent le moins travaillent un peu plus. D'accord. Donc vous êtes attentif à une forme d'équité. Et on peut bloquer effectivement des coachs qui travaillent trop, entre guillemets. Alors moi je faisais allusion, mais vous n'êtes pas concerné par ça, c'est dans les marchés publics, avec la notion d'un seuil par rapport à une commande vis-à-vis d'un... C'est-à-dire que quand on travaille au-delà d'un certain montant avec un prestataire, on doit lancer un marché particulier. Je crois que c'est de gré à gré jusqu'à 40 000, je dirais, euros dans la fonction publique. Mais qu'au-delà, il faut avoir lancé un marché particulier, etc., avec une mise en concurrence, et que le référencement n'est pas considéré comme une mise en concurrence dans la logique des marchés publics. C'est important de le savoir parce que les marchés publics sont beaucoup plus contraignants encore que l'étatique, vous connaissez. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, des complémentaires donc pour destiner à Jérôme sur justement ce dispositif spécifique dans son entreprise? Est-ce que vous choisissez des cabinets aussi sur la taille du cabinet? Non, du tout. Non, on choisit des personnes. C'est vraiment des personnes, donc petites ou grandes. Et quand ce sont des cabinets, on demande au cabinet de choisir un maximum de 3 personnes par cabinet. Parce qu'il y a des gros cabinets qui pourraient présenter 15 personnes, et voilà, donc on leur demande de se limiter à 3. Mais c'est vraiment des personnes, c'est important. D'autres questions sur le processus? Et peut-être ce que j'ai pas dit aussi dans le processus, c'est qu'on ne parle pas d'argent dans tout ce que j'ai expliqué. On ne parle d'argent qu'après. La partie financière n'est abordée qu'après cette partie jury. Donc voilà. Donc il n'y a pas de sélection à ce stade-là. Il y a une sélection simplement une fois que tous ces gens-là sont repérés comme potentiellement acceptables. On commence à parler argent. Mais c'est-à-dire que le coach peut faire toute la procédure sans savoir du tout combien il va être payé. C'est ça? Voilà, c'est ça. Tout à fait. Je crois qu'on peut aller jusqu'au bout. Les coachs ne sont pas forcément payés au même tarif. Absolument, absolument. On n'a pas un tarif unique. Il n'y a pas de grille? Non, on n'a pas un tarif unique. Alors, à la fin, évidemment, il y a quand même une régulation qui se fait et une négociation avec la direction des achats. Je pense que la personne qui y est pourrait en parler. Mais voilà, c'est pas au départ, c'est quand même des éléments qualitatifs. On recherche des personnes de qualité et plutôt que uniquement une sélection sur le prix. D'accord. Une fois qu'on est référencé, c'est pour quelle durée? Pour 3 ans. Ce qui est plutôt une tendance, enfin pour ce que je connais moi, dans tous les cycles que j'ai vécus, c'était la moyenne, c'était 3 ans d'accréditation et on reprend le processus au point de départ lorsque le marché est relancé au bout de 3 ans. Voilà, c'est ça. Et donc, on n'a pas de bonus ou d'opération simplifiée, on est remis en compétition dans le dispositif. Oui, absolument. Il y a un principe d'équité qui nous oblige à remettre tous les coachs référencés dans le même processus. Et chose qui déplore souvent parce qu'ils sont obligés de repasser le même exercice. Et il faut dire que cette année, on voit qu'il y a pratiquement un renouvellement de la moitié des coachs. Pour un certain nombre de raisons qui ne sont pas dues à leur pratique, au coaching qu'ils ont effectué, mais simplement à leur façon dont ils se présentent, encore une fois.
Et soit ils ont eux-mêmes évolué pendant les 3 ans, soit c'est nous qui avons un peu évolué. Mais donc c'est pas, je veux dire qu'il n'y a aucune garantie effectivement d'être renouvelé tous les 3 ans. C'est ça, il n'y a pas de rente de situation. Voilà. C'est plutôt une bonne nouvelle, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc vous ne prenez pas en compte en fait une note que pourraient donner les personnes qui ont été coachées? On peut prendre en compte, si, on peut évidemment prendre en compte dans un sens positif ou dans un sens négatif, on peut. Mais si je regarde ce qui est fait cette année, moi j'essaye de gommer le plus possible les éléments, encore une fois, du passé et liés à ma connaissance unique. Hein. Mais oui, il est évident qu'il y a quand même quelques éléments qu'on essaye de sauver, entre guillemets, soit parce que effectivement ils ont eu des très bons retours de coaching, ou au contraire de ne pas accepter des personnes pour qui on a eu des mauvais retours. Mais c'est assez limité. Pour aller dans ce sens, j'ai vécu donc deux cycles de référencement chez RTE, qui est un ancien morceau d'EDF, hein, qui est une entreprise à part entière maintenant. Et effectivement, entre le premier et le deuxième, ils ont fait le choix de ne pas proposer à des coachs du premier référencement de participer au second, mais ils les ont reçus, ils leur ont expliqué. C'est-à-dire, c'était suite effectivement à des actions qui ne s'étaient pas forcément passées, voilà, avec des retours, voilà. Mais ils ont fait le choix carrément de leur dire, en gros, c'est pas la peine de revenir parce que de toute façon, ça ne sera pas possible. Est-ce qu'il y a un filtre qui est effectué sur les écoles de coaching? Ah non, aucune. Enfin, aucune. Il y a quand même, on a quand même une liste, mais une liste qui est quand même importante. On souhaite avoir des formations longues, hein, déjà. Et donc il y en a aujourd'hui, on va dire, une dizaine de bonnes écoles, entre guillemets, reconnues, quoi. Mais, Et corollaire, est-ce que les accréditations d'une association de coaching comme SF Coach, ICF ou EMCC, est-ce que c'est aussi un critère, notamment dans la préqualification? Non. Non, à tort ou à raison, mais on n'a pas fouillé jusque-là, et bon, parce que je sais pas si on croit moyennement au système d'accréditation, et c'est pas un système qui nous garantit des qualités de coach. Voilà. Donc, mais peut-être qu'on a tort. Plus l'école, en fait, que l'accréditation. Oui. Ah bon? On pense que l'école garantit plus que l'accréditation. Ça fait un peu froid dans le dos. Mais ça veut juste dire que les associations professionnelles n'ont pas été assez compétentes pour expliquer ce qu'apportent les... Mais en même temps, les processus d'accréditation des associations professionnelles ne sont pas tous les mêmes. Et vous pouvez être membre d'une association sans avoir suivi de parcours de certification. On l'a vu ce matin, la SF Coach a fait un choix en 2006 qui est de certifier. Et c'est un vrai parcours de professionnalisation qui souvent vient compléter, aide à prendre du recul par rapport à la formation suivie, parce que ça se fait généralement dans cet ordre-là. Mais dans d'autres associations, il suffit d'être membre. Oui, et l'entreprise n'est pas forcément aujourd'hui au courant de ces différences. Donc moi, je me mets aussi à la place de l'entreprise aujourd'hui. Oui, mais aujourd'hui, on pourrait dire que l'école, il suffit de payer. Hein. Oui. Une école de coaching, il suffit de payer. Hein, pour être membre d'associations professionnelles... Oui, mais on parle d'accréditation. C'est-à-dire que les associations... Oui, mais en quoi l'entreprise aujourd'hui... Non, attendez. Mais en quoi l'entreprise aujourd'hui est au courant de tout ça? Alors, il y a effectivement... Ça, c'est un point sur la communication. Je pense, en tous les cas, il y a des coachs internes... Pas en cause les systèmes, mais simplement en termes de communication... En quoi les personnes en entreprise connaissent de l'intérieur. Il y a des je pense qu'il y a des entreprises qui
sélectionne, ou en tout cas qui affiche davantage ce critère de êtes-vous confirme, accrédité SF Coach et pas membre. C'est-à-dire que pour une entreprise pour laquelle j'ai été référencé, il fallait bien être accrédité SF Coach, ICF ou EMCC, mais avec des niveaux à l'intérieur de cette accréditation. Donc, je pense quand même, me semble-t-il, alors, je suis tout à fait d'accord, étant membre de la SF Coach depuis presque autant, pas tout à fait, puisque Alain est un fondateur, je suis arrivé l'année suivante, je crois. Probablement que la SF Coach n'a jamais été une super communicante, je souriais quand Pascal Pougnier a expliqué qu'il fallait qu'on utilise mieux les médias, les outils, etc. Oui, c'est vrai, sans doute qu'on a rarement été excellent dans le domaine de la communication, mais il y a quand même une différence importante entre accréditation. Il y a d'ailleurs des membres chez vous en coach interne qui sont des membres de la SF Coach, qui sont accrédités par ailleurs. Je crois même en connaître une qui est au comité d'accréditation, enfin au comité de la SF Coach. Et je pense quand même que dans les entreprises, enfin, je pense pas faire injure au DRH, je pense que souvent ils savent au moins que les associations existent et ils savent faire la différence entre une accréditation et le fait d'être membre. Honnêtement, dans toutes les entreprises que je rencontre, ils le savent. Après, ils ont leur préférence pour telle accréditation plutôt que telle autre parce qu'ils pensent qu'elle est plus centrée sur de la pratique ou plus centrée sur un nombre d'heures, ou etc. Ça, c'est autre chose. Mais je crois quand même que les entreprises connaissent. Maintenant, qu'il faille encore communiquer mieux sur ce que fait une accréditation. Ceci dit, moi je me permettrais, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi Alain, de dire que l'accréditation c'est précisément, et on accueille les gens de toutes les écoles dans une accréditation, il n'y a pas de choix d'école, mais c'est pour dépasser cette notion vraiment d'une formation qui est un permis de conduire, et pour voir plutôt les gens qui, à partir du permis de conduire, comment est-ce qu'ils ont conduit, et où ils en sont de leur pratique, et quelle garantie on peut donner. Quand tu dis permis de conduire, tu es très gentil, parce que quand même, les écoles, comme vous disiez, on paye pour suivre le cours, et ensuite, en pleine consanguinité, ce sont ceux qui nous ont enseigné, qui nous disent si on a bien appris. Et évidemment, si on n'a pas bien appris, ça veut dire qu'ils sont de mauvais profs. Donc, quelles sont les écoles qui vont refuser des gens qui ont payé pour se former chez eux, pour dire, bah, c'est que sans doute nos profs n'étaient pas bons. L'accréditation, par définition des associations, est neutre. Mais moi, je suis d'accord avec Jean-Yves, ça veut dire qu'on a fait un bid sur la communication là-dessus, parce que les seules accréditations qui sont neutres sont celles dans lesquelles quelqu'un est face à ses pairs. Et selon un processus établi, connu d'avance, etc. Tout à fait. Mais je ne me rends pas compte combien il y a à la SF Coach, par exemple, combien il y a de coachs accrédités chaque année. Il n'y a que des coachs accrédités. Depuis maintenant quelques années, je suis en train de chercher l'année, Alain et moi. Ouais, j'allais dire 2006. Il n'y a que des accrédités avec 2 niveaux d'accréditation. Le premier étant déjà un niveau de personnes pratiquant, étant déjà sur le marché, etc. Donc il n'y a que. Mais les autres associations, ce n'est pas le cas. Mais si on remonte dans l'histoire de la SF Coach a été aussi, dans toute la première partie de sa vie, une association où on avait d'un côté des membres et de l'autre côté des accrédités. Et un certain nombre de membres ont largement joué de cette ambiguïté, mais après tout, une ambiguïté qu'on avait ouverte. Hein. Et c'est le cas, d'ailleurs, moi j'entends régulièrement des collègues d'ICF me dire on en a marre, on a fait ce travail d'accréditation et il y a des membres qui jouent sur l'ambiguïté en disant je suis d'ICF dans les entreprises. Donc en fait, les associations plus jeunes, puisqu'ICF et EMCC, qui étaient en fait l'ex-AEC, sont nés beaucoup plus tard que la SF Coach, ont la même maladie de jeunesse que la SF Coach, c'est-à-dire qu'avoir des membres, c'est prendre le risque, à la fois parce que l'association n'est pas forcément très forte dans la com, et qu'il y a des gens plus ou moins honnêtes et pour qui la déontologie est une notion à géométrie variable, qui peuvent jouer de cette ambiguïté sur le marché. Donc probablement il y a un vrai travail à faire. Alors on avait commencé à le faire avec la NDRH pour mieux informer et pour que les entreprises, enfin en l'occurrence, moi je me souviens d'une accréditation, c'était chez PSA, où le fait d'être accrédité d'une des associations était un critère de préqualification. Il n'y avait que des accrédités qui ont été retenus dans le processus. Donc, alors c'est vrai que notre souci à la SF Coach, il était que ça soit presque, je dirais, la base. Donc ça nous montre qu'il y a encore beaucoup de travail.
à ce que les entreprises... Parce qu'au fond, on est censé leur faciliter la tâche. Quand vous disiez l'accréditation, elle ne dit... Bien sûr que l'accréditation ne dit pas la pratique du coach par définition, puisqu'il y a des référentiels différents, des apports différents, mais l'accréditation apporte un certain nombre d'informations, comme le disait Alain, faites par des gens neutres et qui disent, voilà, ces gens-là, vous pouvez les rencontrer. Ça ne veut pas dire que vous allez les choisir, mais vous pouvez les rencontrer. Donc, quelque part, il y a un boulot qui est fait, et notamment, je trouve ça intéressant pour les PME, qui n'ont pas forcément toujours les moyens de monter ces dispositifs, qui sont coûteux en temps interne, puisque, voilà. Et manifestement, c'est probablement ceux-là, d'ailleurs, qui sont les moins informés de ce que sont les accréditations. Ça veut peut-être dire que c'est là où il y a le paquet à mettre en termes de communication, parce que le paradoxe, c'est ceux qui ont le temps savent en général. Ceux qui ont moins le temps ne savent pas. Et je crois que c'est pour cette fameuse préqualification qui est longue, 180 calls. Imaginez une RH dans une PME qui est toute seule et qui doit gérer 180 offres de coach, 180 CV. Je pense qu'elle va devoir y aller à la serpe. Je ne suis pas bien sûr qu'elle va faire le questionnaire avec les... Je voulais dire quelque chose. Madame disait tout à l'heure qu'il suffit de payer pour être coach. Il suffit de payer pour faire la formation. Je n'ai pas dit pour être coach, pour faire la formation. Ah d'accord, pour faire la formation. Mais, pour faire la formation. Mais moi je rejoins un peu... je ne partage pas cet avis parce qu'il faut quand même avoir un niveau... moi, il m'a été demandé un niveau pour pouvoir entrer dans cette école de formation, enfin à l'université, et en plus, c'est quand même un mémoire à présenter, on a un stage à faire. Bien d'accord, il y a du travail. Je suis d'accord. Et moi, je n'ai pas dit que ce n'était pas un travail, je dis simplement que c'est un processus de formation qui vous amène à pouvoir dire à un moment donné que vous souhaitez faire du coaching. Voilà, après, être coach, ce n'est pas uniquement avoir fait la formation. Voilà, c'est un vrai ok. Maintenant, moi je rebondis quand même, j'insiste et j'enfonce le clou, parce que quand même j'ai vu pas mal de choses sur le marché depuis une vingtaine d'années. J'ai aussi été enseignant dans les premières promotions de Paris 8, à l'époque où d'ailleurs Annie Cotet en était la coordinatrice, Alain aussi je crois. On a vu comment la formation évoluait. Moi il y a une chose, quand j'ai écrit mon bouquin sur maîtriser le coaching en 2003, j'ai demandé aux écoles de me fournir leur taux de réussite en fin de session. Étonnamment, elles avaient très vierge effarouché, ça faisait partie des choses qu'on pouvait pas trop communiquer. Évidemment, il est quasiment de 100%. À partir du moment où vous avez tout rendu, et moi je l'ai vu au DESU de Paris 8, je n'ai pas vu dans les 3 promotions un étudiant collé. Et j'ai vu, il a eu le droit de revenir, mais il n'a jamais été collé, en tous les cas dans les 3 premières sessions. Et pourtant, il y avait des mémoires dont la qualité, je ne voudrais pas être désagréable, mais c'était une très piètre qualité. Ça pose la question que disait Alain, comment on peut être évalué par quelqu'un qui a encaissé vos sous et qui a enseigné? Il y a le problème de l'effet miroir. Ça veut dire quoi? Si j'ai 5 collés sur une session de 10, ça veut dire quoi? J'ai mal sourcé? J'étais trop indulgent? J'étais mauvais dans ma pédagogie? Puis après tout, qu'est-ce que c'est qu'être bon à l'issue d'une formation, c'est-à-dire en gros où j'ai très peu pratiqué. C'est compliqué. Donc c'est pas pour l'accréditation me semble être un seuil au-dessus. Maintenant la formation et l'évaluation de la formation, moi j'ai toujours suggéré, il y a des écoles qui le font, elles invitent 1 ou 2 membres externes au jury. Je dis pas que ça dépend comment on invite, mais ça peut être juste une caution. Mais en tous les cas, je trouve intéressant que l'école fasse l'effort de dire, pour l'évaluation finale, il n'y aura pas que des gens de l'école, mais des membres externes. Ça pourrait déjà être un premier pas pour donner une garantie sur l'évaluation que l'école fait du travail de l'étudiant qu'elle a accueilli. Voilà. C'est pour ça qu'on pensait que l'accréditation, c'était justement la possibilité d'évaluer quelque chose qui n'est pas la formation, mais la pratique. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de sélection d'école, c'est-à-dire que vous avez fait l'école X, Y ou Z, quand vous venez à l'accréditation de la SF Coach, il n'y a pas du tout, c'est pas un élément positif ou négatif. Vous avez fait une formation.
Et même, on peut dire, il y a 10 ans, c'est moins vrai maintenant, il y a des gens qui n'avaient pas fait d'école parce qu'il n'y avait pas de formation à l'époque. Moi, c'est mon cas. Je veux dire, j'ai créé mon cabinet en 92, voilà, il n'y avait pas de formation. Et aujourd'hui, j'accompagne des gens depuis 23 ans. Donc voilà, c'est pour ça aussi que dans les entreprises, quand ils mettent une liste d'écoles, et pour ceux qui n'en ont pas fait, voilà, ou qui se sont formés après, enfin qui ont continué à se former évidemment pendant des années. Et ce que je voudrais dire, par exemple, puisque je suis la présidente de l'association syndicale des centres de bilan de compétences, pour faire un parallèle. En tant que centre de bilan, nous sommes habilités. C'est une habilitation par les financeurs. Chaque année. C'est-à-dire que pour pouvoir être inscrit sur la liste des bilans de compétences et pour que les entreprises puissent nous référencer, nous acheter donc une forme d'accompagnement qui est le bilan de compétences, il faut être habilité. Donc c'est une autre forme. Là, on a une habilitation des pouvoirs publics, des copassifs, des fongessifs. C'est pour ça que moi, j'ai fait le choix dans mon association, puisque ça s'est posé quand j'ai créé l'association, de voir si on avait des adhérents ou si effectivement on remettait en place une accréditation. Moi, je n'accrédite pas, puisque nous sommes déjà habilités. À partir du moment où un centre est habilité, c'est qu'il a déjà fait tout le travail, qui est le travail, tel que vous le décrivez, c'est-à-dire que nous, chaque année, on dépose un dossier, on doit prouver qu'on a accompagné tant de personnes, comment on les a accompagnées, des processus très lourds. Et donc, du coup, moi, j'ai fait le choix ensuite, pour mon association syndicale, de ne pas accréditer, puisque tout est déjà fait en amont. Voilà. Mais c'est pour ça que je pense qu'il faut bien faire attention aux termes qu'on emploie. Il y a habilitation, il y a accréditation, il y a référencement. Tout ça, c'est pas la même chose. Absolument. Et aujourd'hui, les entreprises, enfin moi, ce que je constate, elles sont beaucoup ne savent absolument pas faire la différence dans ces termes. Donc moi, je vois aujourd'hui sur le marché des gens qui disent je suis habilité et tout, ils n'ont pas du tout d'habilitation. Je suis membre d'eux, bah oui, mais c'est pas la même chose que certifié. Et je pense qu'il faudrait quand même communiquer un peu là-dessus. Qu'on s'y perde un peu moins. Oui. Alors deux choses, il y a quand même une différence importante, c'est que le bilan de compétences a été défini comme une activité par le législateur. Il y a des textes qui définissent ce qu'est le bilan de compétences, ce qui a du coup, et ce qui a amené pour le coup un référentiel et une notion d'habilitation assez simple. Alors que le coaching, la loi n'a pas encore, à ce jour, peut-être ça arrivera d'ailleurs, pour le meilleur et pour le pire, parce que quand on voit ce qui s'est fait pour les thérapeutes, législateur n'est pas toujours le plus pertinent pour ce genre de choses, mais là encore c'est le travail des associations d'être force de proposition. Mais c'est clair, je suis d'accord avec vous que ces termes habilitation, accréditation, qui ont commencé bien avant de mon point de vue, c'est depuis l'époque de la formation continue loi de 71, ce fameux numéro que certains avaient décidé d'appeler une accréditation ou une autorisation, alors que ce n'était qu'une autorisation d'exercer. Point. Et on voit encore aujourd'hui, sur des brochures, on voit encore aujourd'hui référencé comme organisme de formation numéro tant, alors qu'aujourd'hui c'est une déclaration administrative, point. Et on le voit encore. Mais on dit même agréé, ce qui a du sens en France, la notion d'agréé. Et c'est ce qui peut donner aussi, ça peut être une cause du retrait du numéro, bien sûr, c'est interdit. Évidemment, la directe, elle a autre chose à faire qu'aller tout vérifier. La principale cause de perte du numéro, c'est surtout de ne pas avoir rempli le bilan pédagogique et financier dans les temps. Mais à part ça, je crois que voilà. Et par ailleurs, vous mettez ce que vous voulez dans le bilan. Mais c'est aucun contrôle. Alors maintenant, avec je suis allée à un colloque il y a 10 jours, la directe a décidé de reprendre en main. Bon, faut-il encore qu'ils aient les moyens derrière, de mieux contrôler, etc., etc. Mais enfin, aujourd'hui, vous remplissez votre document pédagogique, vous mettez n'importe quoi dedans, vous l'envoyez, et c'est bon, vous continuez à être organisme de formation. Bon, ça aussi, au niveau quand même il y a peut-être quelque chose à revoir, je pense. Si on revient au coaching, qui est quand même très différent des bilans de compétences, ça ne fait pas tout à fait appel à la même chose. Moi, j'ai l'impression qu'il y a 4 domaines dans lesquels l'entreprise doit être sécurisée. Parce qu'il y a beaucoup de coachs. Il faut quand même faire la sélection. On est bien passer de 180 à 30. Il y a la connaissance par le coach du monde de l'entreprise. Moi, je pense que ça, les entreprises savent le faire. Vous savez ce que c'est un comité de direction, vous savez ce que c'est un directeur. Donc, à mon avis, là-dessus, elles sont à l'aise. Il y a... Qui est à l'aise? Les entreprises. Le client. Pour repérer si un coach, le client, pour savoir si un coach comprend ce que c'est que le monde de l'entreprise. C'est votre monde, c'est votre vocabulaire. Donc, vous pouvez dire, celui-là il comprend, celui-là il comprend pas.
Et là-dessus, enfin, je dis simplement une chose, effectivement, dans nous, même si c'est pas un critère, il y a quelque chose qui est assez révélateur dans notre questionnaire, c'est on pose la question, donnez votre définition du manager ou du dirigeant. Voilà, donc vous voyez, vous question, êtes dans votre monde. Question extrêmement bête, mais qui effectivement permet de savoir si la personne, d'abord, qu'est-ce qu'elle comprend de l'entreprise, comment elle voit un manager ou comment elle voit un dirigeant. Mais je ferme la parenthèse. Non, juste toujours sur ce thème. Est-ce que la connaissance de l'entreprise EDF est un critère? Non. Non, pas du tout. C'est important, ça. Non, mais par contre, la compréhension quand même, globalement, d'une part de la taille de l'entreprise, globalement des différents métiers est intéressante. Pas besoin de connaître, mais en allant sur le site et en allant regardant un peu ce qui se passe, on arrive à comprendre. Si on a travaillé soi-même dans une partie, on arrive à recoller un certain nombre de morceaux et à comprendre ce qu'on fait. C'est important quand même de savoir qu'on n'est pas un marchand de chaussures ou autre. Voilà. Comme dans le coaching, on trouve en gros dans les deux bouts de l'omelette les gens qui viennent du management et les gens qui viennent de la psycho. Les gens qui viennent du management, la connaissance de l'entreprise, ils l'ont. Les gens qui viennent de la psycho, il faut qu'ils le démontrent, ça s'apprend, mais il faut y passer un certain temps. Donc moi j'ai l'impression que ça c'est un domaine dans lequel l'entreprise sait faire. Il y en a un deuxième dans lequel je trouve que l'entreprise a beaucoup progressé au fil des années, c'est la connaissance des outils du coaching. En général, ils savent à peu près ce que c'est, l'analyse transactionnelle, la PNL, la Gestalt, la systémique, etc. Peut-être en l'ayant appris de façon livresque, mais moi je leur fais plutôt confiance en 2015 aux entreprises pour savoir dire, ce coach-là, voilà quelle est la méthode sur laquelle il s'appuie, je situe à peu près et je vois que dans ce domaine il est compétent. Donc, moi, j'aurais tendance à leur faire confiance sur ce deuxième point. Juste là-dessus, juste pour dire là-dessus, effectivement, nous, on s'attache à ce tous les coachs aient au moins 2 ou 3 outils, qui ne s'appuient pas sur un seul outil. Exactement. Et la position de la SF Coach là-dessus était très claire. Pour être un coach, il faut en connaître très bien au moins un, je ne sais pas si on dit plus, mais être ouvert aux autres en se disant que c'est pas parce que nous on est expert de celui-là qu'on est devenu un dieu sur terre. Mais pour mémoire, effectivement, c'est aussi un des éléments différenciants entre l'accréditation associée et l'accréditation titulaire. Et on attend de l'associé qu'il en connaisse un et bien et qu'il soit ouvert, alors que le titulaire doit faire la démonstration du fait qu'il en maîtrise au moins plusieurs, enfin 2 ou 3. Voilà. Donc sur ce domaine-là, moi j'ai l'impression encore que les entreprises ont nettement progressé dans les 10 dernières années. Alors pour moi, il y a 2 domaines dans lesquels personnellement, je vois des entreprises qui sont à l'aise et des autres qui ne le sont pas. C'est le niveau de développement personnel du coach. Alors là, moi j'ai eu tout et le contraire de tout, c'est-à-dire qu'il m'est arrivé d'être interviewé par des jeunes DRH qui n'ont jamais fait 5 minutes de développement personnel et qui vous demandent à peu près de vous mettre à poil sur qu'est-ce que vous avez fait en développement, c'est qui votre superviseur, qu'est-ce qui se passe dans vos séances de thérapie, etc. Et là, on est quasiment dans du viol, on sent qu'on est dans un truc dans lequel on parle un langage qui n'est pas celui de l'entreprise. Dans l'entreprise, le développement personnel n'a jamais été un critère pour devenir un grand manager. Peut-être que ça viendra un jour, mais on en est encore loin. Donc moi, j'ai l'impression que dans ce domaine-là, il y a des entreprises dans lesquelles le jury est très développé, et il y en a dans lesquelles on a vraiment l'impression qu'on est évalué par des gens qui ne savent pas. Et c'est clair que les pairs dans une association, on se coltine à des gens qui ont fait forcément le même parcours, et on ne peut pas raconter n'importe quoi. Et puis il y a un quatrième... Alors du coup, pour éclairer aussi ce point-là, donc nous on s'attache à s'assurer que la personne ait suivi, ait eu un travail personnel. Et donc qu'est-ce que c'est qu'un travail personnel ? C'est un minima d'avoir déjà suivi pendant son école de coaching, et là ça reconnaît aussi le sérieux de cette école, une obligation d'avoir suivi une thérapie, et plus, je dirais, si affinité. Et donc, en général, il y a quand même maintenant, tous les coachs ont fait plus qu'1 an là-dessus. Par contre, il y a aussi là-dessus des abus, ça me fait penser à un coach, un dossier sur lequel on a vu une personne dire j'ai fait 15 ans de psychanalyse avec 5 psychanalystes différents. Ça interroge.
Ce sont des choses qui tout est permis, hein, tout est possible, mais voilà, il y a des choses où on a du coup envie un peu de creuser, de savoir qu'est-ce qui. Voilà. Vous avez envie de creuser, mais en fait, on est dans un domaine qui n'est pas le domaine de l'entreprise. Oui, bien sûr. Donc là, c'est pratique d'avoir dans le comité des gens qui savent. Et moi, j'ai rencontré des entreprises dans lesquelles il y a effectivement dans ce comité des gens qui savent, et on sent qu'on est entre personnes qui ont fait des bouts de parcours. D'ailleurs, on trouve de plus en plus de DRH qui ont suivi une formation de coaching, de thérapie, etc. Donc là, on est en confiance. Et puis, il y a des entreprises dans lesquelles on a vraiment l'impression qu'ils vous posent des questions, mais dans un domaine qui leur est pas familier. Et là, c'est sûr que se servir de l'accréditation est pratique. Et puis, moi, je trouve qu'il y a un quatrième domaine sur lequel la SF Coach a beaucoup souffert, et je pense que les autres associations aussi, qui est la détection des dérives sectaires. Et là, je ne sais pas comment font les entreprises, mais je peux vous dire que dans les associations en général et dans la SF Coach en particulier, dans les accréditations, c'est un truc extrêmement délicat. Parce que un comité d'accréditation qui agrée quelqu'un et qui découvre qu'après il est à la scientologie ou ailleurs, ça fait vraiment désordre. Et donc le questionnement là-dessus est devenu quand même assez pointu. Je ne suis pas le comité d'accréditation régulièrement, mais c'est encore un domaine dans lequel je ne sais pas comment les entreprises se protègent là-dessus. Et est-ce que c'est même une grande vigilance, ça vous allez peut-être nous dire, parce que ça c'est la partie dont on ne parle pas, ni dans les accréditations, ni même Et ça a été une des raisons pour laquelle on a créé des procédures d'habilitation. Hein. C'est au départ, on a eu des gourous, des sectes qui et qui sont rentrés. Hein. Et donc ça, c'était dans les années 2000, 90-2000, et ça a laissé pas mal de traces. Et disons que voilà, ces habilitations ont eu notamment pour rôle de sélectionner des coachs qui fassent du coaching selon un certain nombre de pratiques en entreprise et qui éviter ces dérives. Y compris au plus haut niveau de l'entreprise ? Y compris au plus haut niveau de l'entreprise. Oui, il n'y en a pas encore qui traînent un peu chez vous ? Écoutez, pourtant ça a fait les échos dans la presse il n'y a pas si longtemps. Oui, tout à fait, mais on fait toujours la chasse. Oui, tout à fait, il y a quelqu'un qui s'est... qui est très présent. Qui a parlé de cette accointance, ou enfin plus qu'accointance. L'accointance qui coûte cher à l'entreprise quand même. Oui, tout à fait. Donc c'est des choses dont on se méfie. Et alors, pour tout dire également, à la fin, quand vraiment on a fini notre sélection des 15 et 15, on passe tous ces noms à la direction de la sécurité. Qui font, je ne sais pas exactement ce qu'ils font, mais ils font un certain nombre de vérifications dont j'ai pas le secret, et donc et en me faisant des retours ensuite et donc voilà, donc ça se passe en général bien, mais il y a quand même des choses qui se passent. Donc il y a une boîte noire là. Voilà. Il y a une boîte noire, donc c'est fait. Je pense pas qu'il y ait tant d'entreprises que ça qui le fassent de toute façon, parce qu'il y a peu d'entreprises qui ont un service de sécurité. Là, on tombe bien dans les logiques des grandes entreprises françaises ou internationales. Dans les PME, même la grosse PME qui fait un dispositif comme ça, elle n'a pas ces outils à disposition. Et là, je rejoins l'idée d'Alain. C'est pour ça que certains voient dans l'accréditation la possibilité de se garantir, y compris d'ailleurs principe de précaution. Moi, voilà, j'ai vérifié que dans les associations, les accrédités ont signé un code déontologique, un certain nombre de choses qui ont été dites, qu'il y a eu des vérifications qui ont été faites, et du coup, je me couvre. Qui est un peu la logique du principe de précaution de l'entreprise. Parce que on en parlait ce matin avec Jérôme, je disais, au fond, sur cette question des gourous et des sectes, etc., l'entreprise a une difficulté beaucoup plus grande avec les coachs qu'avec les cabinets de formation. Pourtant, les cabinets de formation, il y a eu des problèmes. Mais justement, les remontées, elles sont souvent parvenues par des stagiaires, parce que dans les groupes, il y en avait un ou deux qui donnaient l'alerte. Mais là, dans le coaching, une fois que l'entreprise elle a choisi son coach, ces boîtes noires, on ne sait pas ce qui se passe. L'entreprise ne sait pas. Et d'ailleurs, la confidentialité, c'est un des éléments essentiels, justement. Donc là, il y a une responsabilité beaucoup plus forte de l'entreprise à ce niveau-là. C'est très sensible, y compris juridique. Je disais ce matin, on n'a pas encore de cas
de personnes qui se seraient suicidées et qui étaient en coaching, mais le jour où ça va arriver, vous dire que ça va faire... l'entreprise, elle va devoir expliquer. Là, bon, c'est probablement pas... Ce serait un peu simple de faire le lien de cause à effet, mais il n'empêche que ça existera. Il faut y être préparé, y compris les coachs. Et d'ailleurs, à la SF Coach, on avait beaucoup travaillé sur cette question de communiquer sur les assurances, enfin, sur le fait de la responsabilité, que les coachs n'étaient pas suffisamment vigilants sur leur couverture assurantielle par rapport à ce risque en responsabilité professionnelle. Et on avait monté quelque chose, je crois. Il y a une compagnie qui fait un contrat, je crois, pour les coachs. Il y a de la Massif, je crois. Mais c'est un risque, il n'est pas que pour l'entreprise. Pensons-y, en tant que professionnel, on peut être mis en cause, y compris aussi, enfin ça c'est un cas que j'ai vu, de quelqu'un qui a été licencié à la suite d'un coaching, et qui a accusé le coach d'avoir fourni à l'entreprise des éléments qui auraient pu être des éléments à charge dans son licenciement. Donc le coach, il a ramé derrière pour prouver le contraire. Donc voilà, on a c'est une responsabilité pour l'entreprise, mais c'est aussi une responsabilité qu'il ne faut pas sous-estimer pour les coachs. On a un peu tendance à être la fleur au fusil, on est pur, plein de bonnes intentions, on veut faire du bien, on veut faire les choses bien. On travaille dans un monde qui est le monde de l'entreprise. Et voilà. Des deux côtés, on doit prendre des garanties. Monsieur Guenier, vous qui avez donc vécu peut-être ça au fil du temps, est-ce que ça a évolué la sélection, du comité de sélection des coachs des années chez EDF? Oui, alors on a évolué effectivement. Disons qu'au début, on avait plutôt des coachs internes, c'est-à-dire qu'on prenait des gens qu'on appelait entre guillemets experts du coaching parce qu'ils avaient fait souvent une formation de coach. Et puis on a davantage évolué vers des managers et des dirigeants qui, à minima, ont été coachés et éventuellement ont suivi des formations proches du coaching ou qui sans être coach, mais voilà. Et donc, et du coup, ça a quand même fait évoluer les choses justement vers des gens qui se placent plutôt en position ou de futurs éventuels coachés ou de prescripteurs de coaching pour des collaborateurs de leur équipe ou des coachings d'équipe pour eux-mêmes. Enfin, voilà, plus que des coachs internes. Et on en parlait aussi ce matin. Il y a certainement des points de vue qui peuvent être un peu différents. Quand un coach interne s'intéresse à un coach externe, il ne va pas chercher les mêmes choses, il ne va pas chercher les mêmes critères. Donc, Une autre question, est-ce qu'il y a des coachs qui sont plus spécialisés parmi les coachs que vous sélectionnez? Oui et non, c'est-à-dire... Dans le domaine informatique, commercial, oui, enfin, je mets pas ça forcément comme une spécialité, mais parce que je dirais que à la base, nous, dans ces listes de 15, on souhaite quand même avoir des gens qui soient entre guillemets tout terrain, même si ils ont naturellement, et on souhaite qu'ils aient des spécialités, mais des spécialités, c'est pas forcément des métiers. Ils ont tous souvent quand même des métiers d'origine, mais des spécialités, ça peut être interculturel, ou ça peut être des spécialités de traitement de type de coaching, de situations difficiles ou de choses comme ça. Voilà. Pas dans des métiers en fait. Voilà, mais c'est des plus, enfin ça rentre dans des profils, encore une fois, qu'une personne soit plutôt, parce qu'il a fait carrière avant, plutôt dans le marketing, le commercial, et c'est plus intéressant, enfin c'est un élément d'intérêt, mais on est une société qui est aussi quand même basiquement avec beaucoup plus d'ingénieurs, et donc les ingénieurs ont plus de facilité, je vais dire, que d'autres. Voilà, mais on n'a pas que des coachings d'ingénieurs non plus. Il y a des financiers, il y a des commerciaux, il y a des marketeurs, il y a des... Je pense qu'il y a aussi des problématiques qui sont des fois liées au domaine d'activité. Donc
je pense aussi l'expérience du coach peut aider justement en connaissance des problématiques. Oui, ça peut aider à l'alliance en particulier. Hein. Sous réserve que la problématique soit une vraie problématique de coaching. Oui. Précisément. Ouais. Parce que plus on va du côté de la spécialité, plus je me pose la question, est-ce qu'on parle bien de coaching? C'est une interrogation. Je voulais rebondir sur ce que disait M. Gerson tout à l'heure, dans effectivement les connaissances ou pas d'entreprise. Je pense que souvent, il y a une méconnaissance, justement, et vous en parliez ce matin dans la présentation, sur les postures du coach. En fait, la posture du coach, qui n'est pas un spécialiste, qui n'est pas tout ce que ce n'est pas et ce que c'est. Et ça, je pense que souvent, au niveau de certaines entreprises, il y a on ne sait pas trop. Est-ce qu'on va attendre d'un spécialiste, justement, peut-être métier ou autre? Et ça, je pense qu'il y a encore à progresser là-dessus. Et juste alors là-dessus, c'est effectivement, nous, le coaching dans l'entreprise, on ne peut pas en faire la promotion. On n'est pas là pour ça, pour vendre le coaching. C'est un outil d'accompagnement, mais il y en a d'autres, effectivement. Donc moi, j'essaye d'en faire la pédagogie, mais encore une fois, sans en faire la promotion. On n'est pas là pour vendre. Donc c'est quelquefois une position difficile parce que nous on fait des programmes de formation collective par exemple, et puis il y a d'autres formations individuelles qui conviennent mieux. Donc voilà, c'est toujours un fil un peu difficile mais on a créé une politique de coaching qu'on a diffusée dans les RH. Je fais des présentations dans les directions RH aussi, mais voilà, c'est jamais fini. On a l'impression, c'est vrai que moi, certaines entreprises avec lesquelles je travaille, que effectivement, même des grandes, il ne faut pas trop en parler, justement. C'est-à-dire que oui, bien sûr, on fait du coaching, oui, mais on va peut-être pas en faire une promotion, et puis peut-être pour certains accompagnés, encore, de dire qu'ils sont en coaching. Il vaut mieux pas que ça se sache trop, etc. Dans certaines entreprises. Du coup, le RH ou l'acheteur va pas être dans la même position. C'est un peu, effectivement, la boîte noire, en fait. Oui, il y a du coaching maintenant, on va pas le... Oui, alors il y a ça, donc du coup on parle de l'image, quelle est l'image du coaching et pour quel type de coaching. Donc là l'image a évolué, je dirais, depuis aussi une dizaine d'années, des situations difficiles et voire dont on ne parlait pas, aujourd'hui 80% des coachings sont des coachings de développement ou performance. C'est des... Donc... Non, pour rebondir là-dessus, je vais faire des petits des extraits du feedback de Bettina Rosconval, donc qui n'est pas là ce matin, et qui, sur la question des attentes, disait que tout d'abord, elle dit quand même que globalement les RH, alors elle parle des RRH en fait, ne connaissent pas vraiment le coaching et qu'ils achètent cette prestation comme ils achètent de la chasse ou de la formation, du recrutement, de la formation, etc. Ils ont du mal à distinguer les spécificités de l'achat de coaching. D'autre part, elle dit qu'il faut être vigilant à l'intérieur de l'entreprise à ne pas faire du coaching la solution à tous les problèmes, et que même les coachs doivent être vigilants à ne pas avoir un discours qui serait de considérer que le développement n'est que de la relation duale et pas de la relation groupale. C'est-à-dire le danger qu'il y aurait à dire on va résoudre les problèmes dans l'entreprise, arrêter la formation en groupe et ne faire que du coaching. Parce que quelque part elle trouve que c'est un peu facile parfois pour le RH de dire bon allez, il y a un problème, je mets un coach et puis ça y est, c'est réglé, les choses sont prises en charge. Donc, et elle nous invite, les acteurs du coaching, à savoir mieux parler de nos pratiques, et elle invite les acteurs comme les associations à mieux former les RH de manière à les éduquer pour mieux savoir acheter le coaching, parce qu'elle pense qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire dans ce domaine. Alors, pour le processus qu'elle a mis en place il y a 10 ans, c'est très particulier parce que c'est parti, ça a été le monde de l'informel.
C'est-à-dire que dans l'entreprise où elle était, donc, qui est une grosse entreprise d'assurance de groupe Crédit Agricole, elle était en charge du dossier et elle s'est appuyée sur 2 personnes de 2 associations différentes pour, d'une part, lui expliquer ce qu'étaient les accréditations, comment ça fonctionnait, son ordre, etc. Et ensuite, en disant, voilà, je cherche tel type de profil, etc., pour se faire aiguiller sur des coachs de ces associations. Elle s'est constituée comme ça un vivier d'une bonne vingtaine de coachs. Et ensuite, lorsqu'un RRH souhaitait faire appel au coach, elle lui demandait de lui présenter le cas et la situation, et elle proposait 3 coachs de sa base, en quelque sorte. Donc on voit que même dans un grand groupe, ça peut être parfois une procédure tout à fait informelle. Il n'y a jamais eu d'appel à accréditation, il n'y a jamais eu de processus formel, il n'y en a toujours pas à ce jour, puisque j'y travaille maintenant depuis 10 ans. Voilà un exemple d'une grande entreprise, pourtant très connue, mais ça ne veut pas dire que c'est la politique du Crédit Agricole, on est bien d'accord. C'est aussi toute la particularité. Un grand groupe n'a pas forcément de politique homogène. Il faut aller voir dans chaque structure. Ça pose la question du sourcing qu'on évoquait au début, et ça pose la question de la communication. Moi, je dois avouer que j'ai jamais songé à envoyer systématiquement des offres à l'ensemble des entreprises en disant, le jour où vous faites une procédure, pensez à moi, quoi. J'ai jamais eu l'idée de le faire. Probablement que ça l'est avec du recul, mais j'ai jamais eu cette idée, mais je retiens. Alors ça va pas faire plaisir à tout le monde forcément, et notamment peut-être aux entreprises qui vont voir un afflux si on communique là-dessus par écrit, mais en tous les cas, le message que je retiens pour les coachs, c'est faites des démarches systématiques d'information auprès des responsables coaching des entreprises. Faites une offre, en tous les cas une offre pour dire si vous faites une procédure, je souhaiterais être intégré à cette procédure, qui n'est pas forcément quelque chose qu'on fait systématiquement. Quelles sont vos pratiques par rapport à ça? Carnet d'adresse, bouche à oreille, mais pas du tout. C'est ça, un réseau plutôt. Ouais. Moi, je vois que les choses changent beaucoup aujourd'hui avec les nouvelles générations. Tout à l'heure, il y aura un atelier sur les réseaux sociaux. Notre pratique, elle change parce qu'effectivement, nous, enfin peut-être des anciens, on ne faisait peut-être pas systématiquement, mais aujourd'hui, on voit arriver sur le marché des coachs qui le font systématiquement, et qui communiquent de manière absolument qui n'a rien à voir avec la manière, ou en tout cas moi, pour mon cabinet, j'ai communiqué pendant toutes ces années. Et donc ça aussi, ça forcément va changer nos pratiques. Voilà, c'est-à-dire que le coaching ne va plus être pareil. Tout ce qui est accompagnement ne va plus être pareil. Là aussi, c'est-à-dire le coaching à distance, le coaching par... voilà, donc c'est en train aussi de changer et la vision des entreprises bouge aussi. Voilà. J'aimerais intervenir là-dessus parce que moi j'ai essayé les deux, donc par le système de l'appel d'offres. Enfin, parce que moi je viens plutôt du monde du consulting, donc c'est de la prestation immatérielle. La prestation matérielle jusqu'en 2010, c'est pas forcément, on ne traite pas forcément un cycle d'appel d'offres parce que c'est difficilement quantifiable une prestation matérielle. Vous envoyez des experts sur une problématique. Donc il y a des groupes qui ont commencé à faire ça. Après, la notion de dire effectivement qu'il y a les réseaux sociaux, le problème c'est que le réseau social, que ce soit des Facebook, que ce soit des LinkedIn, c'est comme ça, à partir du moment où vous mettez une page entreprise, mais il y en a plein qui font ça et globalement le taux de retour il est à peu près, on va dire de 2%, parce que la majorité des mails, des machins, tombent en spam. Donc généralement les gens, ils sont tellement, dans les groupes, on est tellement balancés à coups de trucs comme ça que ça ne marche pas. Après, dans les organisations d'appel d'offres, alors je parlais des prestations matérielles, mais là je reviens un peu sur le Crédit Agricole, souvent les directions achats, elles ne sont pas centralisées, elles sont mutualisées, enfin c'est vu par des mutuelles, donc c'est souvent des régions. C'est vrai que la notion d'envoyer un courrier ou une candidature, je pense que c'est peut-être la solution la plus, on va dire, efficace. Je ne dis pas qu'on a 40% de résultats, on va peut-être avoir 5%, parce qu'on restera toujours dans la banette des courriers, parce que les directions achats sont submergées.
Après, est-ce qu'il y a d'autres possibilités? J'en sais rien. Moi, est-ce que c'est à partir intégrer des groupements d'achat, ou je sais pas, il n'y a pas d'autre solution. Le métier bouge beaucoup parce qu'il y a énormément de demandes. Mais la partie emailing, il y a les mailstream, il y a tout ce qu'on veut, ça tombe beaucoup dans les poubelles. Alors peut-être on pourrait donner la parole pour nous parler un peu de la direction des achats, parce que la direction des achats, moi je l'ai vécue dans différentes entreprises, j'ai le sentiment qu'elle arrive plutôt à la fin. Alors maintenant on la trouve présente dans les jurys éventuellement, mais je pense à 2 grands groupes où je suis passé, c'était vraiment à la fin. En gros, d'ailleurs avec l'image un peu, on lui laisse le pire de ce qui va arriver, c'est-à-dire les prix. Et alors on a des stéréotypes dans le domaine. Enfin, je pense à un en particulier où j'avais forcé mon prix de 20% pour être sûr d'avoir à peu près le prix que je voulais, quoi. Et ça a marché. Donc c'est intéressant de voir comment progressivement les directions des achats, où est-ce qu'elles se positionnent, comment elles fonctionnent, et surtout, est-ce que c'est aussi un interlocuteur auquel on doit envoyer notre offre de service? Parce que jusqu'à présent, moi, je n'ai jamais envoyé une offre de service à la direction des achats. Ça ne me serait même pas venu à l'idée. Alors, est-ce que ça serait une bonne idée? Alors moi, j'étais dans un grand groupe où le coaching ne passait pas par la direction achat. En fait, je pense que c'était éclaté. Je pense qu'il n'y avait pas énormément de coaching. C'était des personnes historiquement choisies, bien introduites et historiquement classées au sein de la société. Alors, différents points. Ce que je vois, vous disiez, terminé par les prix. Ça m'a fait sourire quand vous expliquiez dans votre processus chez EDF. Ça peut être une technique et une tactique de négociation. Une fois que le coach et la personne s'est investi à passer beaucoup de temps, elle a plus de chances d'avoir un accord sur le prix final. Par contre, après, quel est le positionnement? Effectivement, le risque d'aller appeler ou de contacter directement sans une introduction, je pense que ce soit un RH, pareil, ou une direction achat, le risque, c'est d'être submergé. Je vais prendre juste un exemple. Dans les années 2000, j'ai monté tout le référencement des prestations informatiques. C'était tout nouveau à l'époque. Je posais mon téléphone, il sonnait. Je posais mon téléphone, il sonnait. À la fin, on a mis une assistante qui filtrait tous les appels, tellement c'était ingérable. Donc je pense qu'aujourd'hui, le coaching, ça peut devenir pareil. Voilà, si tout le monde se dit, je vais appeler l'acheteur. À mon avis, c'est devenu pareil. Donc pour le coup, ça devient inefficace. Puisque après, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, ça reste quand même beaucoup sur du bouche à oreille et du réseau. Enfin, en tout cas, moi, pour avoir été beaucoup, dans le monde des achats, mais pas du tout sur l'aspect formation, RH et autres. Les acheteurs parlaient jamais, et dans des clubs d'achat de prestations informatiques et autres. Le coaching n'arrivait jamais. La formation, c'était compliqué. Le conseil, c'était des grands débats, parce que donc, le coaching, c'est encore plus compliqué que le conseil. C'est vrai que Mais là-dessus, moi, je dirais simplement, si je peux vous donner des conseils, c'est comme dans le recrutement des conseils que je peux donner à des gens qui cherchent un job, c'est simplement de faire des candidatures spontanées ciblées. Et donc... si vous candidatez chez EDF, d'expliquer pourquoi chez EDF et qu'est-ce qui vous motive à vouloir être coach chez EDF. C'est extrêmement important d'avoir quelque chose à raconter, quoi, et qu'il ne soit pas uniquement je suis coach parce que j'ai une accréditation, machin. Ou, voilà, c'est là où vous pouvez accrocher, je dirais, avec un... En même temps, vous disiez tout à l'heure, il ne faut pas être trop motivé pour faire peur. Alors, je voudrais partager avec vous quelque chose que je vis. Je voudrais savoir si certains d'entre vous ont rencontré ça sur le métier du coaching. L'impression que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, c'est une commodité. Dans les années 2000, quand on était coach, on était invité dans les dîners à parler du coaching. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les DRH ne peuvent plus supporter parce qu'ils reçoivent des appels sans arrêt de gens qui clairement ont faim. Et par ailleurs, j'ai l'impression que les entreprises, je ne sais pas globalement parce que je n'ai pas de chiffres, mais ont quand même fait attention dans ces périodes de crise à diminuer le volume de coaching. J'ai un certain nombre de mes clients qui ont accrédité des coachs et la DRH pendant certaines années
mettaient sur l'intranet des informations sur les coachs qui avaient été sélectionnés. Ils les ont enlevés maintenant pour diminuer les coûts. Et parallèlement à ça, évidemment, les gens étant moins accompagnés, moi je perçois de plus en plus de demandes de personnes à titre individuel, qui ont des problèmes de harcèlement, qui ont des problèmes de burn-out, qui ont des problèmes de dépression, et qui ne veulent pas en parler à leur entreprise parce qu'ils n'ont pas complètement confiance, et qui vont directement au coach, alors évidemment avec des tarifs qui n'ont rien à voir, puisque ça devient du B2C, mais chez moi en tout cas, c'est frappant le switch des demandes d'entreprise vers les demandes de particuliers. Est-ce que je suis un cas isolé ou est-ce que c'est des choses que vous rencontrez aussi? Moi, c'est exactement pareil. Oui. C'est vraiment très, 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 très net. Moi, ça fait 3 ans que je Oui, fais ça. à peu près. Et c'est surtout, voilà, surtout, je dirais, sur l'année dernière, enfin, oui, à peu près 3 ans, c'est la même chose. Tout à fait. Alors là aussi, on peut... c'est vrai que vous parliez de beaucoup de cas de souffrance au travail, de harcèlement. Donc là, on est... moi, je dirais que depuis que les entreprises ont mis systématiquement, enfin, sont obligées de mettre en place systématiquement une prévention, entre guillemets, des risques psychosociaux, parce que pour certains, c'est vraiment... c'est l'affichage, hein. On a beaucoup de demandes derrière. Moi, je vois le cas d'une grande entreprise avec laquelle je travaille, où il y a eu une demande finalement de coaching, mais individuel, de personnes qui avaient écouté tout ce que la formation aux risques psychosociaux, et ce qu'ils vivaient en interne était tellement... Ça a été encore plus dur d'entendre ça, puisque ce qu'ils vivaient en interne était exactement ce qu'on leur décrivait comme il ne fallait pas faire. Et donc, effectivement, il y a eu des demandes individuelles où ils ne voulaient absolument pas en parler en interne, puisque on leur présentait leur société comme évidemment parfaite au niveau des risques psychosociaux. Voilà. Donc, oui, avec en plus une ambiguïté extraordinaire. Voilà. Vous imaginez un collaborateur harcelé par un manager dans une tripartite sur un coaching. Il y a un moment où c'est juste pas possible. Et en plus, c'est une baffe à l'entreprise. On demande à l'entreprise de payer, on paierait, on financerait un coaching parce qu'il y a un harcelé victime d'un harceleur qui serait le patron. Enfin, j'ai eu un cas comme ça d'un manager qui était, alors pour le coup, accusé officiellement de harcèlement, à qui on a c'était une injonction de coaching, mais il n'avait rien demandé, le brave garçon, au départ. Il n'avait pas demandé non plus d'être manager. C'est souvent le début du problème. C'est ces entreprises qui font avancer à un moment donné pour progresser. Il faut passer par la case management. Ouais, c'est pas toujours une bonne idée. La case expert parfois est très bien pour certains. On ne devrait jamais les envoyer dans le management. Mais en tous les cas, moi je rejoins ce que dit Alain. J'ai vu. Alors là où j'ai senti le plus le poids de l'économique, ça a été Peugeot. On avait une accréditation chez Peugeot avant, avec une moyenne d'appels téléphoniques, et l'année suivante, ça a été zéro. Zéro, parce que budget coupé, on est sur une activité extrêmement fragile, et ça rejoint, on en parlait aussi avec Jérôme d'ailleurs, on rappelle que l'accréditation, que le référencement, et c'est pour ça que je trouve que ça va mieux le mot référencement que appel d'offres, il n'y a aucune garantie de business si on a été sélectionné. Ça peut être zéro, c'est-à-dire, et ça, par rapport à l'une de vous qui disait quel temps ça prend, etc., bah oui, ça prend du temps, et en plus, il n'y a aucune garantie de business. L'entreprise ne s'engage pas. Alors, parce que la pratique qu'indiquait Jérôme avec cette volonté de faire travailler tout le monde, de rééquilibrer, etc., on la voit pas partout, loin s'en faut. Parfois, en fait, certaines entreprises ont mis en place un dispositif parce qu'il en fallait un, mais ont une idée des 2 ou 3 coachs avec lesquels ils ont surtout envie de travailler, et les autres font de la figuration, intelligente si possible, mais voilà, ils sont ok, ils ont été sélectionnés, mais derrière il peut y avoir zéro business, C'est pour ça que la réponse à l'appel d'offres. L'appel d'offres, vraiment dans le cadre de la loi et tout, c'est du boulot, mais au moins après, quand vous avez remporté l'appel d'offres, vous êtes sûr de travailler pour 3 ans. Enfin, 1 an, renouvelable généralement 2 ans. Mais bon, moi, les appels d'offres auxquels j'ai répondu, que j'ai remporté, j'ai travaillé pour 3 ans. Donc, c'est un gros travail au départ, mais
pas plus que le référencement, et là au moins on est sûr de travailler. Donc c'est quand même l'avantage, hein, je dirais. Pourquoi il n'y a pas forcément de business justement derrière, du coup, quand il y a la sélection de coach? Par définition, on ne sait pas combien de coaching on va avoir. Indépendamment de... Vous en avez une centaine par an. Oui, c'est ça. Mais donc, mais je disais aussi qu'il y a une régulation. Donc, oui. Mais même on a si EDF, vous êtes une excellente coach, vous n'aurez pas forcément plus de coaching pour autant. Et puis EDF, on a combien de salariés? Il y en a 100 000 en France. Donc voilà, or la moyenne des boîtes pour lesquelles on répond, qui sont déjà des boîtes qui font trucs, ça va être 5 000, 10 000, 15 000 salariés, mais donc vous faites le ratio déjà. Et puis derrière, il suffit qu'il y ait un coup de vent un peu malheureux sur la valeur boursière de l'entreprise, et quelles sont les lignes qu'on peut le plus facilement gommer. Coaching, communication, publicité et autres. Enfin voilà quoi. On est une activité extrêmement fragile à ce niveau-là, qui peut justifier. D'ailleurs, c'est ce qui peut justifier les tarifs. Tout à l'heure, on parlait des tarifs et quand on répond, on sait pas bien. Alors là, je vous livre ce que dit Bettina Rosconval. Je n'achète pas un coaching, je paye un coaching. Le tarif peut aller de 6 à 14 000 euros. L'écart. Pour moi, le prix de 7 à 8 000 euros me semble raisonnable pour 20 heures. Moi, je sais que j'aurais dit ça il y a... Très honnêtement, c'est le prix que je pratique encore. Mais c'était plus facile de dire ça il y a 5 à 10 ans que maintenant. Oui. Et en tous les cas, pour avoir fait récemment un appel d'offres fonction publique, je savais que c'était pas la bonne réponse. Je savais que j'avais faux. J'avais le droit de l'écrire, mais je savais que c'était pas la bonne réponse. Et que la bonne réponse, elle tournait plutôt autour de 300, 320 euros de l'heure. Et certainement pas 500. Et même pas 400. Enfin, il y a un risque. Mais en même temps, il se trouve que je travaille aussi de l'autre côté de la barrière parce que je conseille une entreprise pour monter un dispositif de sélection de coach. Bien évidemment, je n'y travaillerai pas, c'est la moindre des choses. Sauf que pour moi, un prix trop bas est un critère de rejet dans la préqualification. Un coach qui dit je prends 150 euros de l'heure en entreprise, moi non, il y a un problème là. Je sais pas comment il travaille, mais il y a quand même des minima. Enfin, je veux dire, il faut bien à un moment rémunérer tout ce travail en amont, là, tout ce travail dont on parle, ce travail caché, ce temps pour préparer ses qualifications, etc. Et j'estime que ça n'est pas servir la profession que de pratiquer des tarifs aberrants comme ça. Encore une fois, je distingue bien les gens qui viennent à titre personnel. Alain l'a bien dit, c'est d'autres tarifs, mais là, on est à titre privé. Mais dans l'entreprise, à un moment donné, je pense, et en tout cas, j'apprends à mes clients que ça doit être un critère. Certes, il y a des seuils au-dessus duquel on peut estimer que le mec a le droit de demander 15 000, mais on n'est pas obligé d'accepter de payer 15 000 euros pour un coaching et on peut arriver à trouver des gens de qualité. En revanche, ça veut dire quoi ? Et Alain a exprimé quelque chose, et moi j'avais écrit un peu méchamment dans mon bouquin à l'époque les seuls qui gagnaient bien leur vie dans le coaching, c'était quand même les patrons d'école. Ça ne se dément pas. Alors maintenant, c'est les patrons d'école de supervision. C'est le deuxième business. Il y a toujours un fromage quelque part. Mais il y a vraiment une réalité, c'est qu'on voit le nombre de gens qui vont vers le coaching, qui font de l'offre de coaching à l'heure actuelle s'accroître, et je crains bien que le marché ne soit pas en train de s'accroître de la même façon. Du moins si on parle du coaching individuel. Alors après, si on élargit comme ils l'ont fait ce matin à co-développement, accompagnement d'équipe, moi je sais pas ce que c'est coaching collectif, mais admettons le terme est utilisé. Donc là c'est un peu différent parce que dès qu'on commence à reparler de collectif, même au service achat, ils refont la division par le nombre de personnes concernées, ça devient des prix jour acceptables. Je pense aussi que c'est une des raisons qui fait que ça pousse à de nouvelles formules, avec un peu plus de collectif. C'est aussi pour offrir des prestations à des prix qui rentrent à nouveau dans des grilles proches de ce qu'était la formation. C'est-à-dire que le ratio, en gros, c'était 300 euros jour pour un stage.
500 parce qu'on allait à la Ségos et là c'était la grande récompense. Et puis on était bon, donc on avait droit à la Ségos. Mais je pense qu'ils sont en train de rechercher des ratios de cet ordre-là, quoi. Hein, La Ségos a beaucoup changé. Oui, non, mais ça me fait marrer parce que je me souviens de. On a plus qu'on avait avant. D'un bureau de DRH où il y avait la table des. C'était, ils venaient faire c'était la Redoute, mais il y avait pour les cadres la Ségos et pour les autres, il y avait d'autres cabinets, mais on sentait que la Ségos c'était un signe d'appartenance à une certaine catégorie sociale. Ça a effectivement changé. Moi, j'aimerais bien répondre à la question de Fabienne parce que j'ai l'impression qu'il y a une hypocrisie dont on ne parle pas, qui est comment ça se fait qu'on accrédite beaucoup de coachs et qu'après il n'y a pas de boulot. Et à mon avis, il y a une conjonction de deux phénomènes. Il y en a un premier qui a des DRH qui adorent parler avec les coachs. Se faire une petite séance, une discussion avec un coach sur son expérience, avoir des choses à raconter sur le coaching, éventuellement se faire coacher un petit peu, c'est un truc qui plaît. Et puis après, il y a un autre phénomène dont on parle très peu, et moi je le sens très fort aujourd'hui, qui est les cadres, aujourd'hui, demander un coaching, ça passe un message en période de crise qui peut être dangereux. Parce que ça veut dire je ne suis pas très bien. C'est rare que les gens disent je vais demander un coaching pour du développement. Souvent, ça c'est prescrit. Le DRH qui dit ce gars-là, c'est un avenir pour nous, il faut qu'on le développe. Quelqu'un qui a un problème, qui demande un coaching aujourd'hui, eh ben, il passe le message qu'il est en difficulté. Et comme il y a quand même beaucoup d'entreprises qui font des charrettes, eh ben, finalement, ne pas se faire remarquer, c'est pas mal. Et donc, l'impression que j'ai, moi, c'est que les demandes de la part des gens, les demandes spontanées, baissent parce que c'est dangereux. En tout cas, c'est moi ce que j'observe dans certains groupes dans lesquels je suis accrédité. Et pour aller sur l'offre de formation, hein, puisqu'on peut boucler la boucle là-dessus, je pense que cet engouement vers les formations en coaching, qui d'ailleurs ne conduira pas tout le monde à démarrer cette activité, tu l'as dit tout à l'heure, ça peut être des DRH qui ont envie de mieux connaître, de travailler. Cet engouement, il parle aussi de l'entreprise, je veux dire, il parle de ces cadres de 45-50 ans ou un peu plus, qui se sentent moins bien aimés, voire pas aimés, qui se sentent sur la sellette, et, qui souffrent, qui sont en stress et qui auraient bien envie d'une activité où on serait moins en pression, moins en souffrance. Et le coaching est paré d'un certain nombre de vertus. Enfin, le fait de devenir coach, c'est le sentiment d'aller vers une activité où on est libre, on est son propre patron, où on vit, etc. Et il y a aussi, ça fait partie de cette conjonction, c'est peut-être que le fait que l'entreprise soit moins accueillante et bienveillante ou perçue comme telle en tous les cas par un certain nombre de cadres qui abordent la cinquantaine multiplie entre guillemets des vocations sur lesquelles il y aurait peut-être intérêt à communiquer aussi beaucoup. Parce que la réalité, si toutes les écoles racontaient ce qu'est la réalité du marché de quelqu'un qui veut vraiment se lancer dans l'activité de coaching, hein, je pense qu'il y aurait peut-être un peu moins de monde dans les écoles. Mais est-ce bien l'intérêt des responsables d'école de communiquer sur le sujet? Alors je souris parce qu'en fait je travaille la moitié de mon temps au Maroc et en Tunisie. Et le Maroc est en ce moment l'Eldorado. D'ailleurs, tous les consultants français rappliquent Darda pour monter leur cycle, etc. C'est incroyable, hein. Ils y sont tous, hein. Je ne citerai pas de nom, mais alors il y a ceux qui viennent pour les conférences, le haut de gamme, et puis il y a ceux qui viennent vendre un cycle ici ou là, etc. Et on voit ça, tout le monde a envie d'être coach, hein, dans ces pays. Hein, mais les écoles jouent mais d'une manière éhontée sur ce truc-là. Il n'y a pas un langage de vérité sur ce que c'est que véritablement travailler et vivre du coaching. Hein, la formation que j'ai faite, le premier jour, c'est la première chose qu'ils nous disent. Oui. On ne peut pas en vivre. D'accord. Ils nous disent carrément, on ne peut pas en vivre. Donc ça dépend, pas toutes. Pas toutes, non mais. On ne peut pas en vivre que du coaching. Mais il y a un nombre de formations à l'heure actuelle disponibles sur le marché qui est hallucinant. Hein, en 2003, j'en avais compté 16. Quand on a refait la deuxième édition du bouquin en 2009, j'en avais trouvé une quarantaine. Je suis persuadé qu'on a doublé encore. Ouais, c'est ça, on a doublé, on a plus que doublé. Donc voilà. C'est colossal hein, par rapport à la réalité du marché. Donc quel impact ça aura sur les achats ? Puisque là on est dans notre thème, hein, c'est cet apport de nouveaux coachs
et on a vu une réponse, hein, une partie, on ne dit pas qu'elle est bonne, mais on l'entend. C'est vrai que le nombre d'années de présence sur le marché, le nombre de coachings réalisés, c'est quelque chose qui est la base souvent des dossiers de qualification. Pas de préqualification, mais en tous les cas de qualification, hein, ça va être quand même des critères. Et alors, ça pose une question qu'on n'a pas abordée dans ces achats, c'est le sujet sensible des références. Quelles sont vos références? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on gère ça dans un processus d'achat lorsque vous avez des entreprises, moi ça m'est arrivé, qui demandent des noms? Plus que des noms de société. Des noms de contact, et j'avais proposé des DRH, hein, on m'avait dit, mais on aimerait bien avoir un ou deux noms de clients qu'on pourrait appeler, hein, voilà, pour lui demander comment ça s'était passé, etc. Jusqu'où on va? Alors, jusqu'où vous allez-vous dans ce domaine, et quelles expériences avez-vous pu avoir sur ce sujet? Dans les dossiers, on demande effectivement des noms de référence en entreprise. Et ensuite, on les appelle très très rarement, encore une fois. C'est comme dans un recrutement. Hein, c'est vraiment quand vous avez un doute, quand il y a un questionnement particulier. Mais c'est d'une part rassurant de savoir que les personnes mettent des noms de référence, hein, avec des coordonnées, des vrais, et de savoir quelles entreprises y mettent. C'est plus important pour nous que d'appeler ces personnes. Et par contre, on se méfie beaucoup des gens qui ne mettent pas de référence en disant non, je ne veux pas, je ne peux pas, je m'interdis de, etc. Aujourd'hui, on est quand même à une époque d'information, et sans être totalement transparent, il y a quand même un minimum de choses qu'on peut dire. Nos clients, je pense que c'est une relation de confiance. De quels clients parlez-vous? Les deux, à la fois les prescripteurs et à la fois les personnes qu'on a accompagnées. Moi, personnellement, je me refuse à donner des noms de personnes accompagnées. Les prescripteurs, sans problème. Hein. Oui. Bien sûr. Et vous laissez la place pour qu'on réponde par des prescripteurs. Hein. Voilà. Oui. Non, on ne demande pas. Mais des clients, je refuse. Bien sûr, je trouve que c'est une ingérence inacceptable. Alors, prescripteurs, managers, qui ne sont pas forcément des prescripteurs RH. Prescripteur, oui, quelqu'un qui a fait appel dans l'entreprise au service d'un coach. Oui, non, mais moi, ça me va bien. Je dis, en revanche, il y a des cas où on a demandé des noms de coachés pour pouvoir appeler. Et là, j'estime que c'est la ligne rouge. Je ne donnerai jamais le nom d'une personne que j'ai coachée. Le manager d'une personne qui a été accompagnée, mais la personne accompagnée. Même, enfin, je veux dire, à un moment donné, jusqu'où on peut aller, je pense qu'il y a un point d'entrée dans l'entreprise. Mon point de vue, qui est du côté de la RH, il y a un responsable, en tous les cas, du coaching, ou en tous les cas, il y a quelqu'un qui contrôle, qui est à la base de l'achat, et je trouve que ce qu'il... Non mais, je suis en train de dire justement qu'il y a quelqu'un, RH ou pas, mais en tous les cas, il y a quelqu'un qui était à la base de l'achat, et qui n'est pas forcément impliqué du tout dans le dispositif. D'ailleurs, je préfère quelqu'un qui est ni le bénéficiaire, ni le manager du bénéficiaire. Il y a forcément quelqu'un qui a validé à un moment l'achat. Et cette référence-là, oui. Parce que qu'est-ce que l'entreprise cherche à vérifier, de mon point de vue? C'est de vérifier que le coaching a vraiment eu lieu. C'est ça la question. Mais elle n'a pas à savoir ce qui s'y est passé. Ni ce que éventuellement vérifier, je sais pas, si le coach fait appel à tel outil ou tel autre, j'en sais rien. Je veux dire, à un moment donné, qu'est-ce que l'entreprise peut vérifier? De mon point de vue, elle a vérifié que ce coaching a vraiment eu lieu, puisqu'on a donné une référence. Elle n'a pas à aller plus loin. Enfin, j'estime qu'on a un devoir d'ailleurs de réserve vis-à-vis de nos clients coachés, hein, j'entends. Donc l'un des deux clients de la relation. Et même l'entreprise, l'acheteur, il convient, de mon point de vue, de lui avoir demandé avant l'autorisation de pouvoir le citer. Ah bah bien sûr. Non, mais... mais ça se pratique sans demander d'autorisation. Oui, c'est pour ça que le bien sûr... non. Sur la notion d'autorisation bien écrite et la personne, et quand absolument. elle fait une fonction, on lui redemande si elle veut toujours être référent, parce qu'il y en a beaucoup de cabinets, je viens du consulting, où ça... J'ai un exemple, Aventis, à l'époque je travaillais pour Aventis, nous a signé une clause dans laquelle on s'engageait à ne pas communiquer qu'on faisait des coachings chez Aventis.
C'était un engagement, voilà, on ne devait pas communiquer ni employer le nom de l'enseigne dans nos références. C'était écrit dans le contrat. Hein. Et je pense que j'entends avec vous, je suis d'accord pour dire que ça paraît naturel de prévenir, mais je ne suis pas bien sûr que ce naturel soit si pratiqué que ça à l'heure actuelle. C'est spontané, même les gens ont peut-être envie de le faire, mais ça peut être extrêmement dangereux de de nommer quelqu'un qui a été coaché ou un manager. Parce que logiquement, quand il y a une direction d'achat, mais bon, encore c'est ma petite expérience, c'est que la direction d'achat, qu'est-ce qu'elle fait quand elle a un contrat en cours? Elle va appeler la personne qui a consommé, on va dire, le contrat et demander l'avis. Donc c'est souvent la direction des achats qui est à même de dire cette prestation s'est bien passée. Mais si on va descendre vers un responsable des achats qui est peut-être ailleurs et que c'est lui qui fait le référencement, ça va être hyper dangereux pour lui, c'est contre la décision de la direction des achats. Enfin, dans les grosses structures, je pense qu'il faudra faire très attention à ça. Même si il y aura plein de gens qui seront d'accord pour d'accord sur le référencement. Oui, mais c'est ça. Après, la deuxième chose aussi que j'ai vu des concurrents à l'époque où je travaillais, c'est ouais, alors moi j'ai travaillé chez Orange, ou j'ai travaillé chez EDF, où je suis référent. En fait, ils ont fait une mission dans une toute petite filiale au fin fond du... Voilà. Ça aussi, c'est hyper dangereux dans la notion de référencement. Et, bon, voilà. C'est des expériences, hein, encore une fois. Ok. Je ne perds pas de vue l'aspect temporel, Pascal. Je te sens en train de te gratter le nez, là. Non, t'inquiète pas, il reste 3-4 minutes, voilà, 5. Voilà. Sur les indiscrétions, qu'est-ce que vous pensez de la demande du nom des superviseurs? Le nom des acheteurs. Est-ce qu'on va trop loin ou pas? C'est une garantie aussi. Quoi. Moi, je me mets toujours à la place de l'entreprise. Je me dis, si demain j'avais une prestation de coaching à acheter, sur quoi je serais vigilante? Oui, mais le nom du superviseur, qu'est-ce qu'il vous dit? Vous le connaissez, ce superviseur? Et vous allez l'appeler, le superviseur? Non, pour lui demander quoi? C'est pas un grand nom de la place de Paris. C'est juste pour se rassurer quelque part. On va dire qu'on est tous supervisés, point, voilà. Et puis, je sais pas, mais moi, ça me choque énormément. Je veux dire, c'est pratique. Hein. De demander le nom du superviseur, le nom de nos coachés, mais je sais pas, moi, c'est complètement... je veux dire, c'est contraire. Pour moi, c'est contraire à la déontologie de notre métier. Donc, moi, non, c'est tout. Hein. Oui, mais alors on peut. Personnellement, je donne le nom de mon superviseur, j'ai pas de souci avec. Hein, sauf que ça ne dit rien du rythme auquel j'y vais, de toute façon. Donc ça apporte pas grand-chose. Donc la question se pose de ces fausses sécurités. Enfin, pour moi, on est de l'ordre des fausses sécurités. Néanmoins, je confirme que dans une association qui n'est pas la SF Coach, vous devez donner toutes ces informations dans le processus d'accréditation. Vous devez même montrer les factures pour montrer la régularité des présences. Hein. Enfin, je parle de MCC, donc à ICF. Hein. Nous, on pose les deux questions, hein, le nom logique, et la fréquence. Ouais, voilà. Donc, je dis que... vous en faites quoi? C'est juste pour savoir qu'il y a quelqu'un? Voilà. Oui, tout à fait. Et la régularité, encore une fois, il y a des gens qui disent ne voir leur superviseur que quand il faut, ou bien qu'une fois dans l'année, ou... Bon voilà, c'est pas très rassurant. Ou alors on rapproche ça du nombre de coachings qu'ils font dans l'année. Le manque de professionnalisme de certains et c'est ça, je pense, qui est compliqué pour l'entreprise. Ah mais c'est sûr. Oui. Surtout avec la foire d'empoigne d'aujourd'hui. Voilà. Ouais. Alors, comme on a presque plus de temps, je vais me risquer à récapituler un certain nombre de choses que j'ai entendues, puisque l'objectif était quand même de parler de ce processus d'achat. Donc, on a retenu que un processus était à minima donc une préqualification et que donc ça pose la question de la capacité du coach à se faire connaître en amont pour avoir une chance de pouvoir être préqualifié dans un dispositif dont l'entreprise n'informe pas forcément le marché. Hein. Quelques entreprises de temps en temps nous informent, par exemple à la SF Coach, qu'ils vont lancer un processus et voilà, mais c'est quand même assez rare. On voit passer 2 ou 3 informations dans l'année, dans le meilleur des cas. Hein, donc ce travail de communication en amont est important, qu'il faut le personnaliser à minima, éviter le mail un peu banal, mais essayer de montrer en quoi on est motivé à aller
coacher dans cette entreprise, tout en étant prudent à pas être trop attaché. Hein. Ça, c'est la première chose. Qu'ensuite, il y a un processus de qualification qui passe souvent par une phase écrite de dossier, qui pose le problème du temps que vous allez y consacrer. Dossier qui va donc être reçu par l'entité en charge, qui peut être un comité, soit RH, soit qui combine RH, coach interne, direction des achats, et que de ce dossier, probablement donc un ratio important de l'ordre de 3 sur 4 ou 4 sur 5 dans le cas, vont recevoir une réponse négative. Je tiens à préciser que parfois d'ailleurs que nous n'avons pas de manière systématique, donc on est obligé de relancer l'entreprise pour savoir où ça en est. Et je pense que l'entreprise devrait quand même avoir à minima une obligation de communication et d'information. Ouais, je pense qu'ils sont de respect mutuel. Hein. Mais bon, il y a encore à apprendre de ce côté-là, des deux côtés. Et que ensuite ça passe à un oral. Qui peut se faire soit sous la forme d'un jury, soit dans certaines entreprises par la forme d'entretiens individuels successifs, parce que ça existe aussi comme ça, dans lequel parfois le service achat peut être le dernier interlocuteur qui joue le rôle entre guillemets du méchant qui va venir vous faire baisser votre prix quel qu'il soit. Hein, je caricature à dessein parce que ça se passe pas vraiment comme ça en réalité, et surtout de moins en moins, en particulier depuis que les acheteurs achètent de la prestation intellectuelle de manière générale. Ils ont appris à quand même à revoir un petit peu leur regard sur cette affaire-là, que en général donc les accréditations ou les référencements sont pour une durée de l'ordre de 3 ans, ce qui est une durée moyenne, mais qu'en aucune façon c'est une garantie de business. Certaines entreprises s'efforçant de traiter relativement équitablement les différents coachs retenus, d'autres en revanche pouvant avoir habillé en fait d'un processus le choix de quelques coachs déjà connus d'avance. Mais ça, dans le consulting aussi, hein, on ne contredirait pas, je crois que ça s'est vu, et on a parfois participé à des réponses à appel d'offres où on partait dernier, enfin on partait éliminé d'avance, on ne le savait pas toujours. L'expérience nous apprend que parfois on sert à combler le processus, quoi. Hein, Moi, il m'est arrivé une fois d'avoir une de mes collègues, enfin une DRH, qui m'a dit très gentiment: est-ce que tu accepterais de répondre sur un appel d'offres, parce que bon, on a déjà choisi le prestataire, mais avec les achats, il nous faudrait 3 offres, voilà, pour que ce soit carré. Donc évidemment, il faudra que tu sois un peu cher. Voilà, c'est de l'ordre du service rendu, quoi. Mais ça existe, faut le savoir. C'est une grosse question, ça. Oui, et donc que effectivement, on est un petit peu coincé parfois parce que, comme l'a dit une collègue, on a répondu, mais on ne sait pas toujours combien on va pouvoir facturer notre prestation, et que ça peut devenir un problème bloquant en fin de cycle. En tous les cas, le coach peut sentir une amicale pression sur lui pour baisser ses prix. Voilà. Je remercie donc Jérôme d'avoir bien voulu nous consacrer ce temps ce matin. On a préparé ça ensemble, c'est un vrai plaisir. Je ne travaille pas chez EDF, je tiens à le dire, donc nous ne nous connaissions pas avant. Ah non, je n'ai jamais travaillé en tant que coach chez EDF. J'ai travaillé à EDF, mais jamais en tant que coach. Et j'ai pas sollicité, d'ailleurs non. Voilà, et je ne solliciterai pas par la suite. Et je vous souhaite une bonne suite de journée, donc, puisque nous devons libérer la salle pour l'activité suivante. Merci à vous. Bonne journée. D'accord. Vous avez le droit de poser votre question. Une belle pièce pour le dossier. J'espère.